il faut, à un moment donné, être capable de dire, nous, là, on a nos valeurs et on a notre langue, puis on a notre culture, puis on a du plaisir. Il faut sortir de cet Alors, état négatif. Quand vous là. parlez de nos valeurs, à Oui. quoi vous pensez essentiellement? Laïcité. Commençons par laïcité. Tu sais, je voudrais pas qu'il y ait des conflits qui soient animés par des groupes religieux extrémistes au Québec. On n'en veut pas de ça. Qu'est-ce que vous Euh, disent les services de renseignement de la police sur ces enjeux? Parce que ce dont on parle, à terme, c'est criminellement répréhensible. je peux pas vous le dire, ce que les policiers me disent. Est-ce que ça vous inquiète? Oui, ça m'inquiète. Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de Contact. Vous pouvez le constater aussi dans notre studio montréalais qu'on n'avait pas fréquenté depuis très longtemps. Et pour cause, une bonne raison, avec moi à mes côtés, François Legault, premier ministre du Québec. J'ai l'habitude de faire de longues présentations, mais quand on est premier ministre du Québec, on comprend à peu près l'essentiel. François, merci d'être là. Merci, Stéphane. Très content de prendre le temps d'approfondir certains sujets avec toi. Alors, plaisir partagé. Avec vous, on a dit qu'on se voyait. On peut se vous voyez, on peut se soyer, c'est vous le boss. À une époque, quand je lisais le téléjournal, un jeune homme dans ma vie avait protesté parce que je donnais des instructions à la maison. Puis il m'avait dit c'est pas toi le boss, c'est Lucien Bouchard. Ça, c'était à l'époque où il était patron. Fait que c'est pas vous le boss, mais quand même, si vous voulez me tutoyer, vous êtes bienvenue. Allons-y, parce qu'il y a beaucoup de choses. D'abord, je suis content que vous soyez là, mais on se le disait à micro fermé, j'ai eu l'impression, jusqu'à assez récemment, que vous préfériez plutôt ne pas trop vous exposer aux médias ou aux longs entretiens, comme si vous aviez eu un rapport antagonique avec la presse depuis longtemps. Est-ce que ça se peut? Je suis entouré de gens qui sont spécialistes en communication. Chacun a sa méthode. Il y en a qui disent on devrait parler aux journalistes seulement quand on a quelque chose à dire. Il y en a d'autres qui disent non, il faut leur parler à tous les jours, sinon ils vont sortir des nouvelles comme ils veulent. Donc, il y a beaucoup de techniques. J'avoue que pendant un certain temps, je faisais beaucoup de Scrum à tous les jours. Et l'année passée, j'ai des gens autour de moi qui m'ont dit « Tu ne devrais pas faire des scrums à tous les jours parce qu'il y a des nouvelles sur des sujets qu'on ne souhaite pas voir dans les médias. Puis souvent, c'est des réactions à des controverses. » Donc, c'est pas évident. Je vous avoue là, que je critique un peu la façon dont on fait les coms parfois chez nous, mais j'ai pas de réponse à donner. Comment on fait pour que ça soit un peu moins négatif dans les médias? C'est très négatif dans les médias à mon égard, là. Donc, je le vois. Comment on sort de ça? Je sais pas. L'idée, c'est de sortir de ce moment négatif? Oui, mais en même temps, il y a toujours comme un nouveau sujet négatif. On est beaucoup dans, on le sait, les médias aux 15 minutes, les médias sociaux cherchent des controverses pour intéresser les gens. Donc, on est beaucoup dans les controverses de dire l'économie du Québec va mieux que celle du reste du Canada. C'est pas une nouvelle. Moi, ça m'intéresse, mais pour la plupart des journalistes, c'est de dire hey, ça va vraiment mal dans Northvolt. Là. Tu sais, c'est donc très ciblé sur des sujets négatifs. Mais vous êtes d'accord avec moi, François, que l'un n'exclut pas l'autre. Ça peut aller très, très mal pour Northvolt, puis l'économie québécoise dans l'ensemble peut aller pas pire ou même bien. Oui, mais c'est la situation quand, si on parle de ce sujet-là, je regarde, c'est une de mes fiertés. Là. Moi, l'économie, c'est important pour moi. Puis depuis 6 ans, on a battu le reste du Canada. Moi, je suis fier de ça. C'était une compétition? Ben oui. D'abord envers l'Ontario. Hein? J'ai un petit lien avec Doug Ford. Mais pas juste ça, on a un rattrapage à faire. Moi, c'est une des raisons pourquoi je suis en politique. J'ai jamais accepté que les Québécois soient moins riches, moins bons que les Canadiens du reste du Canada. Donc, pour moi, c'était important. Puis depuis 6 ans, mais quand on regarde les principaux indicateurs, que ce soit le PIB par habitant, le salaire moyen, le revenu disponible par habitant, on a battu le reste du Canada, mais on ne parle que des échecs. Comme si, puis moi j'étais en affaires, je sais qu'en affaires, ce qui compte, c'est la moyenne au bâton. Donc, disons que
chez Investissement Québec, depuis que je suis là, on a investi dans 93 milliards de projets. Ben, si on perd 200 millions dans Nordvolt, on va parler que de Et ce non pas 200. des Et non pas de 92 milliards qui ont été des investis. centaines de projets qui ont bien viré, sur lesquels on a fait des profits, qui ont eu des retombées. Donc, c'est un peu frustrant. Puis là, bon, on en vient à se demander comment on fait pour passer nos messages dans les médias. Honnêtement, là, c'est pas facile. C'est même très frustrant. Vous êtes frustré de votre rapport avec les Ben, médias, les journaux, les journalistes? j'avoue que j'essaie. Des fois, mon épouse est plus frustrée que moi parce que elle, ça la choque. Moi, je finis par essayer de De dire vous élever? je vais être au-dessus de ça, puis ça ne m'affectera pas. Ça m'affecte toujours un peu, mais ça devient frustrant que les bons coups soient pas reconnus. Vous avez la peau courte? Non, je pense pas. Je pense que c'est juste que, bon, à un moment donné, ça a un impact sur les sondages, ça a un impact sur l'humeur de mes 86 députés, ça a un impact sur l'humeur de mes employés. Donc, ça a un impact. Moi, je suis capable, je pense, de m'en sortir, mais j'ai peut-être des députés qui ont plus de difficultés de voir les impacts des chroniques continuellement négatives. Est-ce que vous êtes orgueilleux? Bon, je pense qu'on l'est tous. Je connais pas personne Ça, en c'est pas un reproche politique. si vous Non, non, disiez mais je je le pense suis. que je suis fier de ce que j'ai fait en affaires chez Air Transat, d'avoir bâti une compagnie aérienne. Je suis fier d'avoir bâti un parti politique, la CAQ. Je suis fier de m'être rendu comme premier ministre. Et j'espère laisser à mes enfants un héritage. Puis dans ce sens-là, ben oui, je suis orgueilleux de ce que je vais leur laisser. Ouais. Alors, malgré toute votre impatience à l'endroit des médias qui ne rapporteraient pas, peut-être comme vous le voulez, les bonnes nouvelles, vous êtes encore intéressé à rester aux manettes Ouais. parce que la job n'est pas finie. C'est ça, effectivement. Ce que je me dis, c'est je suis venu en politique parce que je trouvais que le Québec était moins riche que le reste du Canada, puis j'ai réussi à réduire l'écart, mais il y a encore du travail à faire. Puis là, ben, c'est excitant ce qui se passe avec Michael Sebia chez Hydro-Québec. C'est excitant ce Mais qui se c'est passe. excitant sur tous les fronts parce que notre voisin du Sud nous en fait voir de toutes les couleurs. Puis je dis excitant au sens où il y a Ouais. de grosses émotions qu'on vit en ce Oui, moment, possible ralentissement économique. oui, Donc, vous avez en ce moment une grosse vague sur laquelle faire du surf. oui. Ça ressemble à la pandémie un petit peu, mais honnêtement, quand je regarde la situation avec M. Trump, c'est aussi une opportunité. Honnêtement, d'avoir 74 de nos exportations qui vont aux États-Unis, on n'aurait jamais dû accepter ça. Là, on se fait mettre d'en face que, wow, ça comporte un risque. Donc, de se diversifier d'abord à l'intérieur du Canada et de se diversifier avec l'Europe, avec ailleurs qu'aux États-Unis, bien là, on n'a comme pas le choix de faire ce qu'on aurait peut-être dû faire il y a 25 ans. Mais est-ce que c'est réaliste d'imaginer qu'on pourra, sur un horizon médian, là, pas demain matin, mais à moyen terme, 3, 5 ans, 6 ans, tellement diversifier nos exportations? Parce que les économies du Québec et du reste du Canada sont parfaitement imbriquées dans l'économie Ouais. américaine. On pourrait même dire que c'est une économie nord-américaine dont on fait partie. Oui. Bien, il faut le regarder, je pense, secteur par secteur. Je vous donne un exemple. Là. Si le Québec était beaucoup dans le secteur de l'auto, je serais inquiet. Parce que je pense que, Comme les Ontariens, par exemple. comme les Ontariens, je pense que Trump va être intraitable pour ramener des usines d'auto aux États-Unis, ne serait-ce qu'à Détroit, là, qui est juste à côté de Windsor. Quand je regarde nos ressources naturelles, ben, je me dis, malgré ce que dit M. Trump, pourrait pas bâtir des alumineries demain matin. Il n'y a pas l'électricité. Pourrait pas faire pousser tous les arbres qu'il a besoin. Ça prend Quoi un qu'il en certain dise. nombre d'années, quoi qu'il en dise. Dans l'aéronautique, on a développé une expertise. Il ne peut pas demain matin dire je prends 10 000 employés de chez Pratt et Whitney à Longueuil, je les déménage aux États-Unis. Ils n'accepteront pas. Il y a des secteurs. Le Québec est bien placé.
Puis le gros avantage qu'on a, c'est l'énergie. Puis une énergie qui n'est pas juste propre, une énergie qui coûte pas cher. Donc, on a un gros avantage parce que toutes les entreprises ont besoin d'énergie. Puis Et on voit qu'ils, même aux États-Unis, ils vont devoir doubler les j'allais dire à plus capacités forte raison avec le d'électricité. développement de l'intelligence artificielle qui est très énergivore. Puis, On oublie de le dire, mais à l'horizon 2030, c'est peut-être 13 à 14 de la absolument. consommation d'énergie aux États-Unis qui est liée juste à l'intelligence artificielle. Ben oui, puis tout ce qui s'appelle intelligence artificielle, centre de données aux États-Unis, ils vont en avoir beaucoup besoin. Je vois pas comment ils vont trouver cette électricité. Nous, on a un plan où on est en train de doubler la capacité d'Hydro-Québec. J'irai pas jusqu'à dire qu'on va être mort de rire, là, mais ça va être l'âge d'or de l'économie du Québec. Tout ça pour vous dire, oui, j'ai le goût de rester parce que c'est trop excitant. Mais là, vous me faites une réponse trumpienne. L'âge d'or de l'économie du Québec, c'est exactement ce que promet Donald Trump à ses électeurs américains. Est-ce que vous êtes absolument convaincu qu'on est à l'aube de cet âge d'or? Parce que moi, je vois autour, au Canada, mais aussi au Québec, des gens extrêmement inquiets. Oui. Bien, je pense que l'avantage qu'on a au Québec, c'est l'énergie. Puis la capacité, l'expertise de doubler. Vous savez, on peut upgrader les centrales de La Grande, de Manic. On a beaucoup de place pour faire de l'éolien. Donc, on est capable au Québec de doubler la capacité d'énergie. Sans construire de nouveaux barrages? Il faut au moins upgrader les centrales. Et puis, ben, on a fait une entente, entre autres, avec Terre-Neuve pour développer un nouveau barrage qui s'appelle Gull Island. Donc, c'est Hydro-Québec qui va être le maître d'œuvre. Donc, on va le faire sur le territoire du Labrador, mais ça va être fait par Hydro-Québec, puis ça va être nous qui allons avoir l'électricité. Politiquement plus facile de développer un pareil projet en dehors du territoire québécois, parce que la question de l'acceptabilité est devenue extraordinairement sensible, et je suis certain que par moment, le premier ministre que vous êtes doit peut-être pas perdre patience, mais se dire « et que j'aimerais donc qu'on puisse avancer plus rapidement ». Oui, c'est vrai que j'aimerais qu'on avance plus rapidement, juste pour rehausser les centrales qu'on a. La Grande, il faut avoir des accords avec les CRI. Bon, là, la grande chef des CRI s'est présentée, puis elle est rendue députée, puis aujourd'hui ministre dans le gouvernement de M. Carney. Donc, il faut trouver quelqu'un d'autre avec qui négocier. Nouvel interlocuteur. Il y a une élection au mois d'août, là, donc les négociations sont un peu retardées. Est-ce que vous me dites que vous aviez une entente où vous étiez ça proche? avançait bien. Ça avançait bien avec Mendiga. Là, on va recommencer avec un ou une grand chef. On avance bien avec les Inuits sur la Côte-Nord. Donc, c'est vrai que c'est long. L'acceptabilité sociale, bien là, on va en parler beaucoup parce qu'on va parler aussi d'oléoduc de gaz, de pétrole. Est-ce que c'est pensable d'avoir un oléoduc qui passe au nord du Québec, qui pourrait déboucher, par exemple, dans le port de Sept-Îles? Il y a des projets comme ceux-là qui étaient impensables avant Trump. Mais là, donc, c'est une bonne nouvelle? Bien, les Québécois se disent, c'est pas vrai que Trump va contrôler le pétrole qu'on fabrique en Alberta. Donc, est-ce qu'on peut l'exporter en Europe en passant par le Québec plutôt que d'être mal pris avec Trump? Il y a une ouverture. Je sens que c'est en train de bouger. Donc, la mauvaise nouvelle que pourrait être pour certains Donald Trump pourrait devenir au total une bonne nouvelle si ça fait bouger dans la bonne direction des projets qui n'avançaient pas. Parce que la question de l'acceptabilité pour les oléoducs, pour le transport entre l'Ouest et l'Est, n'était pas au rendez-vous. On s'entend qu'il y avait beaucoup de réserves, et spécialement dans un contexte où la décarbonation est comme le mot-clé. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, on peut passer à côté de ces sensibilités? Bien, le mot-clé, c'est plus seulement la décarbonation. C'est qu'est-ce qu'on fait pour notre économie. Tantôt, je vous parlais de l'électricité, parce que l'Alberta est à peu près dans la même situation avec son pétrole que nous avec notre électricité. Les États-Unis ont besoin de notre électricité. Les États-Unis ont besoin du pétrole d'Alberta, mais ne veulent pas l'admettre, mettre des taxes
menace de ne plus prendre nos produits. Donc, il faut être capable de vendre nos produits ailleurs. Donc, que ce soit un corridor pour l'électricité, que ce soit un corridor pour le pétrole, pour le gaz, les corridors pour l'énergie. Je continue à dire que l'énergie, c'est vraiment l'avenir économique de la planète. Et pendant un certain nombre d'années, on va encore parler de pétrole et de gaz, mais éventuellement, on va se parler d'énergie renouvelable. Et donc, à ce moment-là, bon, en Ontario, ils vont vers le nucléaire. Nous, on va vers l'hydroélectricité, vers l'éolien. Mais la conversation va beaucoup porter sur l'énergie. Donc, il ne faut pas avoir de complexe avec ces ressources d'énergie que nous avons au Canada, y compris le gaz et le pétrole. C'est ce que vous dites. Pour un certain temps. Parce que pour un certain temps, même nous, on va continuer de consommer du pétrole dans nos autos. Évidemment, on souhaite éventuellement, et puis il faut, pour sauver la planète, avoir une transition, mais il faut aussi être capable d'assumer qu'à court terme, on a accès à des ressources qui, pour l'instant, sont un peu boudées par M. Trump, mais qui pourraient être intéressantes pour d'autres pays. Est-ce que vous croyez qu'on a été un peu trop ambitieux dans nos cibles en matière de transition? C'est-à-dire, est-ce qu'on aurait dû ralentir un peu le pas et se permettre de faire tout ce qu'on pouvait pour cette transition, mais sans pour autant diaboliser les énergies plus traditionnelles que sont le gaz et le pétrole? Bien, ça dépend à qui on se compare. Quand on regarde l'Europe, on est un peu en retard. Quand on regarde ce que fait la Chine, par exemple, dans le solaire, dans les véhicules électriques, on est en retard. C'est sûr que quand on écoute Donald Trump, on se dit, bien, il vient peut-être de nous faire perdre 4 ans là, dans la transition. Mais même si on perd 4 ans, à moyen terme, elle est nécessaire, cette transition. Donc, si vous parlez des cibles, bien, est-ce qu'on parle des cibles à court terme ou des cibles à moyen terme? Moi, je continue à penser que c'est un bon choix d'investissement à moyen terme. Mais à court terme, on l'a vu dans les batteries de véhicules électriques, bien, la demande a baissé, puis entre autres, suite aux décisions de M. Trump. Mais j'ai eu cette discussion avec un ministre qui a pesé lourd dans votre cabinet, M. Fitzgibbons, quand on parlait justement de la filière électrique et de ce qu'à l'horizon, il y aurait au Québec essentiellement des véhicules électriques. Et Polytechnique, récemment, faisait le constat qu'il y a des pics pendant l'hiver où la seule flotte électrique du gouvernement du Québec n'aurait pas pu être alimentée parce qu'on n'a pas encore tout ce qu'il faut d'énergie pour subvenir, énergie électrique, pour subvenir à tous les besoins. Donc, est-ce qu'il est possible que dans cette transition, on se retrouve dans une situation où on a fait tous les bons choix, mais on n'a pas la ressource pour répondre aux besoins? Bien, c'est pour ça qu'on veut doubler la capacité d'Hydro-Québec. Puis là, on pourrait se parler de la capacité annuelle là, de térawatts-heure. Puis on peut se parler aussi des mégawatts qu'on a besoin durant les pointes. Doubler sur combien d'années réalistement? 2050. OK? 2050. Mais vous ne serez pas là pour constater si ça a marché ou non. Bien, l'entente avec Terre-Neuve, c'est jusqu'en 2075. Puis on dit souvent, les politiciens pensent à court terme. Bien, moi, quand j'ai signé cette entente-là, je me suis dit, je pense à mes petits-enfants, même pas mes enfants, mes petits-enfants, parce qu'on va voir les bénéfices jusqu'en 2075, même dans le cas de Gull Island, c'est jusqu'en 2085. Alors, puisque vous parlez de vos petits-enfants, on est parti rapidement sur l'économique. C'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup. J'ai envie de remettre la table tranquillement et de sonder le pouls du premier ministre, de ce qu'il a fait, de ce qu'il voudra faire. Puis je ne veux même pas vous faire dire ici que vous serez présent aux prochaines élections. Mais si vous aviez aujourd'hui à donner des conseils à François Legault du jour 1, quand vous avez gagné les élections et formé votre premier gouvernement, avec l'expérience que vous avez, qu'est-ce que vous feriez autrement et différemment? Bon, je pense qu'en économie, le fait qu'on ait battu le reste du Canada depuis 6 ans, on a bien fait. Là où peut-être ça n'a pas avancé aussi vite que j'aurais souhaité, c'est en santé. Ça, c'est un euphémisme. Non, mais ouais. On s'entend que ça ne doit pas être un indice de grande satisfaction. Non. Mais, je le dis depuis longtemps, tant qu'on n'aura pas négocié une nouvelle entente avec les médecins de famille,
où ils prennent en charge les Québécois en première ligne plutôt que de les laisser aller à l'urgence pour des petits bobos, on ne réglera pas les problèmes importants du réseau de la santé. Puis, je ne veux pas avoir l'air de nous donner des excuses, mais dans le premier mandat, on a eu la pandémie. C'était peut-être pas le temps de partir une chicane avec les syndicats de médecins, qui sont des syndicats Est-ce qu'il y a un bon très temps? puissants. Est-ce qu'il y a un bon temps pour partir une chicane avec les médecins? Bien, Parce que là, vous il y êtes a un bon temps pour négocier, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est tard. C'est tard parce que ça fait 6 ans et demi que je suis premier ministre, mais c'est maintenant que ça se passe. Ça aurait dû être fait depuis plus de 20 ans. À chaque fois, les premiers ministres ont reculé. Même Philippe Couillard n'a pas appuyé Gaétan Barrette. Mais là, on ne reculera pas. Ce que vous me dites, c'est que ce que préparait Gaétan Barrette était probablement une bonne idée. Absolument. Absolument. Pour ce qui est de la prise en charge, il y a plusieurs façons de le faire. Ce que Gaétan avait fait, c'est qu'il avait dit, genre, je vous donne 1 an pour prendre en charge tous les Québécois, sinon je vais couper votre salaire. Et quand il est venu le temps de couper le salaire, il s'est fait dire non par son premier ministre. Nous, ce qu'on dit, c'est on va tout de suite couper 25 de votre salaire, mais on va vous le redonner si vous prenez en charge un certain nombre de Québécois. Bon, évidemment, on a déposé un projet de loi. Je souhaite qu'on réussisse à négocier ça, mais il y a une résistance au changement énorme. Alors, François Legault, Oui. Monsieur le Premier ministre, résistance. Là, Oui. encore une fois, je vous dirais que c'est un euphémisme. C'est Oui. plus qu'une résistance. Là, vous prenez votre élan parce que ça va donner un grand coup. Et je vous entends décrire ce qui s'en vient. Oui. Est-ce que ça s'appelle quitte ou double, ça, pour un premier ministre, de miser là-dessus en se disant si ça passe pas, ça va casser un jour? Oui. Bien, je me dis, c'est pas vrai que je vais avoir passé 6 ans et demi sans avoir réglé ce qui est le plus important à régler en santé. Donc, et je sens que les Québécois, vous savez, j'ai été ministre de la Santé, je ne sais pas combien ça fait de temps, là, mais ça fait longtemps, pendant juste 1 an. Puis on disait, il y a le bon Dieu, puis après, il y a les médecins. Là. La population, pour eux autres, les médecins, c'est important, puis on est gentil avec des personnes importantes. Je ne dis pas qu'ils sont mal vus actuellement, mais les Québécois sentent que si on garde la même recette, on va avoir le même gâteau qu'on n'aime pas. Donc, je sens que les Québécois sont prêts à appuyer un gouvernement qui va dire aux médecins, faut faire ce changement-là de rémunération. Êtes-vous prêt à aller jusqu'à employer la clause dérogatoire pour pouvoir faire avaler ça aux médecins? Parce que dans les faits, vous pourriez être en contravention de la Charte des droits et libertés. Si vous imposiez, vous me faites un geste. Pour Non. ceux qui nous écoutent seulement, vous me faites un geste genre oui, Stéphane, mais non. Non, mais là, il y a effectivement une nouvelle loi au fédéral qui dit qu'avant d'imposer une convention collective, il faut avoir utilisé un arbitre, ce qui n'est pas notre objectif d'utiliser un arbitre parce que je ne voudrais pas qu'un arbitre décide à notre place comment on paye les médecins. Donc, est-ce que les médecins, c'est ce qui nous menace de faire, un syndicat de médecins, pour aller en cours, pour contester éventuellement une convention collective? C'est pas impossible. Mais mon souhait sincère, c'est qu'on s'entende avec les médecins. C'est qu'on s'entende puis qu'on dise on fait ça pour les patients. On ne fait pas ça pour vous autres, les médecins, ou pour nous autres, le gouvernement. On fait ça pour les Québécois parce que les Québécois ont le droit d'être pris en charge par un médecin de famille ou un groupe de médecine de famille. Pour quelqu'un qui nous écoutera en ce moment, si on avait à faire simple, est-ce que vous me dites, puis corrigez-moi, Oui. que dans le fond, la grosse variable pour régler les problèmes du système de santé, c'est la capacité de contrôler les coûts avec les médecins? Oui, absolument. Surtout être capable d'avoir une prise en charge. Beaucoup de provinces, puis beaucoup de pays ont modifié la rémunération qui est à l'acte. Aujourd'hui, les médecins de famille sont payés à l'acte. Ils peuvent faire, puis là, je ne veux pas me moquer de personne, mais ils pourraient faire des rhumes du matin au soir, puis accumuler un bon revenu. Nous, ce qu'on dit, c'est prenez en charge le patient,
Quand vous êtes capable de déléguer un acte à une infirmière, déléguez l'acte. Si vous êtes capable de régler des choses au téléphone, faites-les au téléphone, mais prenez en charge. Quand une personne a besoin de vous voir, dites-lui pas « allez à l'urgence ». Actuellement, il y a 50% des personnes dans nos urgences qui ne devraient pas être là. C'est des petits problèmes qui auraient dû être réglés par un médecin de famille ou une infirmière. Comment se fait-il que je vous écoute Oui. et j'ai des souvenirs de conversations que j'ai eues avec ou des premiers ministres ou des ministres de la Santé? Il se trouve que je suis vieux, il y a 20 ans, 25 ans, et c'était à peu près, Oh, ça n'a pas mutatis changé. mutandis, les mêmes enjeux. Peut-être qu'on ne me disait pas à ce moment-là, on est prêt, nous, au gouvernement, à prendre frontalement les médecins. Ça, je ne l'ai pas souvent entendu. Mais le diagnostic était le même. Et Oui. ça n'a pas beaucoup changé. Bien, moi, j'ai été 1 an ministre de la Santé en 2002. J'ai lancé le premier GMF. Okay? C'était une suggestion de Michel Clerc, dans le rapport Clerc, de dire qu'il faudrait que les médecins se regroupent avec des infirmières dans des groupes de médecine de famille, puis prennent en charge des patients. Puis je l'avais dit à l'époque, 2002, ça fait 23 ans de ça, la deuxième étape, ce sera de changer le mode de rémunération pour passer d'un mode à l'acte à un mode de prise en charge, capitation, payé par patient, avec des couleurs, parce que là, on se moque des couleurs. C'est sûr que de prendre en charge un jeune de 25 ans, c'est moins de travail que de prendre en charge une personne de 95 ans. Donc, c'est normal qu'il y ait des couleurs différentes selon le degré d'autonomie ou le nombre de problèmes des patients. Là, les syndicats se moquent de nous autres avec nos couleurs. Ça a été là depuis le rapport Clerc. Mais, depuis 23 ans, on a lancé des GMF, mais on n'a jamais changé le mode de rémunération. On a essayé. Il y a des ministres qui ont essayé, mais à chaque fois, le gouvernement a reculé parce que ce sont des syndicats puissants, surtout la FMOQ. Plus fort qu'un gouvernement? Plus fort, en tout cas, que la FTQ ou la CSN. Moi, j'ai eu à négocier autant dans le privé que dans le public avec la FTQ et la CSN. D'abord, ils ont des fonds. Ils ont juste à collecter un certain pourcentage à leurs médecins. Donc, ils ont des fonds pour faire de la publicité, pour organiser des moyens de pression. Moi, j'ai été juste 1 an. La publicité, est-ce que c'est de la propagande dans de pareils cas? Ben, écoutez, je ne veux pas sortir des gros mots, là, mais ils sont équipés pour passer leur message et essayer de mettre la population sur leur bord. Mais Donc, question... nous aussi, il faut être capable de passer notre message. Je pense que les Québécois se disent... parce que prendre en charge, c'est être imputable, c'est être responsable. Tout le monde dans son travail est imputable et responsable. Pourquoi? Mais pas les médecins. Bien, les médecins, ils sont à l'acte. Ils font des actes. Et puis, si un patient appelle puis qu'il n'est pas disponible, bien, il dit « je ne suis pas disponible, allez à l'hôpital ». Bien, il faut qu'il y ait une prise en charge. Mais si je pose la question, vous me dites, je ne veux pas employer de vilains mots comme propagande, c'est est-ce que vous êtes en train aussi de laisser entendre que par moment, les intérêts corporatistes des médecins sont supérieurs à l'intérêt de la collectivité et pas nécessairement conformes à ce qui est optimal pour la santé publique? OK. Là, c'est important de faire la distinction, de ne pas tout mettre les médecins dans le même paquet. Je suis d'accord avec vous. OK? Donc, il y a des médecins, là. Je vous fais juste un petit calcul, là. Il y a 10 000 médecins de famille, OK? Puis il y a 9 millions d'habitants, OK? Donc, c'est à peu près 1000 patients par médecin. Bien, il y a des médecins actuellement qui ont 1500, 2000 patients pris en charge. Donc, on ne peut pas dire que ces médecins-là suivent des objectifs corporatistes. Là. Et ils font la job. Mais il y en a qui en ont 500. Puis là, les médecins vont dire, oui, mais il y en a qui travaillent à l'urgence des hôpitaux. Ben oui, il faut en tenir compte. Puis il y en a qui s'occupent plus des personnes âgées dans des CHSLD. Oui, il faut en tenir compte. Mais c'est pas parce que c'est complexe. Puis j'ai la chance d'avoir Christian Dubé, qui est un gars rigoureux, méticuleux, qui a mis en place des indicateurs de performance, puis qui est prêt à changer la rémunération, qui est prêt à l'appliquer. Mais je disais, il doit être fatigué parce qu'il me semble que c'est un job qui lamine à l'usure.
Parce qu'on avance de millimètres, puis quand on a avancé 2 millimètres, on recule d'1. Il y a toujours quelque chose Écoutez, qui on cloche. s'écrit, moi puis Christian, presque à chaque jour, puis on dit tous les deux, lâche pas. Non, je lâche pas. Toi non plus, lâche pas. C'est vrai que ça peut miner. C'est dur. Puis quand on voit, bon, évidemment, les médecins vont aller dire, avez-vous vu dans tel hôpital comment que ça n'a pas de bon sens, telle affaire? De où vous pensez que ça vient, ces nouvelles-là? Là? Hein? De où ça vient, François Ben, Legault? ça vient des personnes qui travaillent dans ces hôpitaux-là. Ouais. Ben, c'est normal. Moi, je sais, mais quand j'étais au PQ dans l'opposition, on appelait les syndicats de médecins, ils nous donnaient toutes les informations sur les hôpitaux qui allaient mal. Mais bon, à un moment donné, il ne faut pas dévier puis dire OK, on parle d'HMR cette semaine, on ne parle pas des négos avec les médecins puis avec la FMOQ. J'ai l'impression que vous allez beaucoup parler de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont au cours On des pourrait en prochains parler mois, longtemps. prochaines On pourrait en semaines parler et prochaines longtemps. années. Ouais. Mais j'ai envie de revenir sur un fondamental de la santé. Puis c'est une question... Mais je veux juste vous arrêter sur HMR Oui. parce que, vous savez, J'ai même pas commencé. oui, je sais, mais beaucoup d'hôpitaux ont été construits dans les années 60. Là. Ils sont tous dus pour être rénovés, pas à peu près, même rebâtis. Fait que nous, on arrive avec ce rattrapage-là à faire. On double le budget d'infrastructure, puis on n'y arrive pas. Ben, je ferme la parenthèse. Combien, quand vous faites les calculs réalistes? Parce que je vois souvent qu'on a des projections de coûts, et on reviendra là-dessus, et ça marche pas. Ben, je vous donne quelques chiffres. Là. Moi, je suis un comptable. Là. Fait que je les regarde. Quand je suis arrivé, notre plan de 10 ans d'infrastructure était à 100 milliards. On l'augmentait à 164 milliards. OK? Donc, 64 de plus en 6 ans. Le budget annuel, quand on est arrivé en 2018, c'était 9 milliards d'infrastructures par année. Cette année, c'est 19 milliards. Et Standard & Poor's nous a dit, d'ailleurs, le ministre des Finances me l'avait dit avant, si tu vas là, on va se faire décoter. Ben oui, mais c'est pas vrai qu'on va tolérer d'avoir des hôpitaux dans cette situation-là. Ce que le comptable me dit, c'est que si on a eu une mauvaise note avec Standard & Poor's, c'est parce qu'on s'occupe bien des Québécois. C'est ce que vous me dites? C'est qu'on a mis beaucoup d'argent, effectivement, en santé et en éducation. Puis c'est un choix qu'on a fait. Puis c'est un choix où on savait qu'il y avait un risque de décote. Mais pour moi, c'était le choix à faire. Puis on a un déficit de 1,8 du PIB. C'est beaucoup, puis c'est pas beaucoup. Puis on a un plan sur 5 ans pour revenir à l'équilibre budgétaire. C'est un choix que j'assume. Moi, j'y crois absolument pas à l'équilibre budgétaire dans 5 ans. Ben, moi, j'y crois. Avec un déficit en ce moment qui avoisine les 13 milliards, des investissements d'infrastructures qui vont être croissants. Et j'ai entendu plein de gouvernements dire on va y arriver, même chose. Et je dis pas que vous mentez. Je dis que J'ai un plan pour passer de 13 à 0 en 5 ans. Il y a une... Dans un contexte de ralentissement économique? Ben, écoutez, là, on a pris une provision de 10 sur les revenus à cause de Trump. Mais j'ose espérer que c'est temporaire. Puis même actuellement, le ministre des Finances me dit, quand on regarde les tarifs qui sont sur la table, c'est beaucoup moins que ça. C'est plus autour de 5-6 que 10 Ça veut dire que, pour l'instant, ça s'annonce mieux dans les revenus que ce qu'on a mis dans nos budgets. Puis dans notre budget, en plus de couper 10 on a mis une réserve de 2 milliards. Fait que bon, la croissance économique continue d'être meilleure que dans le reste du Canada. Mais qu'elle soit meilleure, si elle est mauvaise, objectivement, ça ne changera rien à votre problème de déficit dans 5 ans. Parce qu'on peut se dire on est mieux que l'Ontario, mais ça reste que c'est une croissance anémique et qu'on a des investissements à faire. Pour l'instant, c'est pas ce que ça nous montre. Donc, est-ce qu'on a été comme des poules pas de tête depuis quelques semaines à annoncer la fin du monde, justement, avec ce qui se dessinait aux États-Unis? Est-ce que la situation, ce que vous me dites, elle est meilleure que ce qu'on croit qu'elle est? Moi, ce que je me suis dit, économiquement, si demain matin, on met plus d'argent dans les infrastructures, on règle un problème réel. 2, on crée des emplois dans le secteur public au moment où il y a un ralentissement dans le secteur privé parce que les entreprises n'investissent pas, parce qu'il y a incertitude sur l'avenir. Donc, je pense que c'est un principe en économie
quand les investissements ne sont pas là au privé, c'est au gouvernement d'être là avec le Du public. keynésianisme, parce que Trump aurait un impact sur les investissements et les choix des grandes entreprises privées. Exact. OK, on y reviendra, mais là, il y a beaucoup de choses sur la table, y compris la manière de dépenser. Parce que vous me parlez de Maisonneuve-Rosemont, qui sera un gros chantier. Il se trouve qu'il y a beaucoup de chantiers qui ont coûté beaucoup plus cher que ce qu'ils auraient dû coûter. Alors, mettez-vous à ma place. Okay? Vous êtes dans la tête des journalistes. Ça serait quoi les 5 exemples horribles que je vais vous présenter ou que je pourrais vous présenter, François Legault, et qui peut-être vous ont donné des insomnies? Bien, regardez. 5. Prenez les gros projets. L'hôpital de Vaudreuil, le pont de l'île aux Tourtes. Qu'est-ce qu'il y a eu qui a coûté cher? Ben, ça clique, c'est pas de l'immobilisation, mais ça a quand même coûté plus cher que prévu. Il y a une enquête sur SACLIC. OK? Puis il faut être prudent. Là, quand on parle de SACLIC, selon la direction, il y a eu 200 millions de dépassements. Le reste, c'est de l'entretien prévu dans les prochaines années qui ne devrait pas être compté. Mais si c'était juste 200 millions sur un projet initial de 600, ça reste que c'est pas terrible pour le comptable que vous aimez dire être. C'est pas terrible, mais quand je regarde tous les projets informatiques actuellement, il y en a 2,5 milliards. Puis j'ai à peu près 150 millions de dépassements prévus au total sur les 200 projets. Est-ce que vous vous souvenez, je pense que c'était en 2018, lors de la campagne, vous aviez promis peut-être une commission d'enquête sur l'informatisation. Vous avez dit qu'il faut qu'on réfléchisse parce qu'il y avait eu sur le dossier patient, sur un certain nombre d'enjeux, des dépenses et pas toujours les résultats escomptés. Vous me regardez avec des petits yeux. Vous aviez parlé de ça, de la nécessité de... En tout cas, de revoir les façons de faire. Est-ce qu'on aurait dû revoir les façons de faire avant de lancer de grands chantiers? Bien, je suis toujours inquiet de penser qu'un juge avec des commissaires vont nous dire comment gérer des projets informatiques ou autres. À un moment donné, il faut embaucher des experts, il faut transformer nos façons de faire. Je pense qu'à beaucoup d'endroits dans le monde, on travaille de plus en plus en partenariat. On s'entend avec un entrepreneur, puis on dit, bien, s'il y a des dépassements, on va partager les dépassements. Donc, vous avez tout intérêt à avoir le moins de dépassements possible. Donc, il y a des nouvelles façons de faire sur lesquelles on travaille déjà actuellement à la SQI, donc qui fait la plupart de nos développements là, en bâtiment. Puis, bon, on a au ministère de la cybersécurité et du numérique aussi des réflexions, parce que faut ajouter aussi le fait qu'il faut ramener ça au Québec. Prenez le dossier de SACLIC, c'était SAP, compagnie allemande, qui nous dit, pour les 25 prochaines années, c'est nous qui allons être en charge des mises à jour puis de l'entretien. À un moment donné, il faudrait être capable, même chose avec l'info nuagique, ramener ça au Québec. Donc, il y a plein de travail à faire, là. Assez pour un 3e mandat. Alors, je vous écoute, et c'est le moment où je m'endors, non pas parce que c'est pas intéressant, mais je me dis, là, vous êtes en train de vous dégager de la manœuvre ou de la marge de manœuvre sur des enjeux où vous êtes parfaitement imputable. C'est vous qui êtes aux manettes depuis 6 ans. Il y a un certain nombre, vous me parlez du pont de l'île aux Tourtes, et je dis pas que votre volonté était de défoncer, mais sur plein de chantiers, on se pose la question, comment se fait-il que c'est si cher au Québec? Honnêtement, prenons cet exemple-là. Pont de l'île aux Tourtes, ça aurait dû être lancé il y a 10 ans. Donc, il y a eu de la négligence et on est dans le rattrapage. Puis quand on fait du rattrapage, bien, on découvre, comme on l'a fait avec Hippolyte Lafontaine, des problèmes plus grands que ce qui était anticipé parce qu'on a attendu 5 ans, 10 ans de trop. Quand on construit des résidences pour les aînés, que ça nous coûte... c'est quoi le chiffre? 800 000 par porte. Sauf, il y en a un à la Nodière qui a coûté 1,8, puis on est en train de regarder c'est quoi les services additionnels qui ont été ajoutés. Mais c'est 800 000 la porte. Mais est-ce que c'est raisonnable, 800 000 la porte? Bien, il y a des services, c'est pas des logements. C'est des logements qui sont des mini-hôpitaux qui donnent des services à ces personnes-là. Donc, des coûts de construction qu'on ne peut pas transférer sur quelque chose d'équivalent. Il y a des améliorations à apporter, mais de rire de ça puis de dire ça n'a pas de bon sens d'avoir mis autant d'argent pour remplacer des CHSLD où il y avait des chambres doubles, triples, quadruples
avec des petits espaces, pas d'espace commun, je pense que ça devait être fait. Puis oui, ça coûte cher, mais je pense qu'on doit ça à nos aînés. Alors, je suis entièrement d'accord Ouais. et vous ne pouvez pas vous tromper en disant ça. La question, c'est est-ce qu'on doit aux petits-enfants des aînés de réussir tout ça au meilleur coût pour pas Oui. qu'ils ne paient dans 20, 30 et 40 ans les erreurs que nous aurons aujourd'hui commises. Et je vous pose la question sur la construction. On pensait avoir fait le ménage dans l'industrie de la construction. On s'est dit, ben, on est allé au bout, on a vu qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est optimal? Avez-vous l'impression que quand vous faites affaire avec les différents contractants, Ouais. que ça se passe bien, que c'est optimal, ou au contraire, il y a des Bon, risques d'érable qui ne s'expliquent pas? ben, quand on a fait la commission Charbonneau, entre autres avec Sonia Lebel, il y avait au moins des doutes de corruption. Hein, puis on voyait qu'il y avait des montants qui se donnaient à gauche, à droite. Puis on l'a montré au municipal, peut-être pas aux autres niveaux, on ne s'est pas rendu jusque-là, mais il y avait des doutes sur la corruption. Aujourd'hui, je n'ai pas de doute sur la corruption. Sur la bonne gestion, il y a du travail à faire. Mais en même temps, le fait qu'on accélère les infrastructures, qu'on double le montant des infrastructures, j'ai été obligé de faire des formations en construction parce qu'il manquait Mhm. de travailleurs de la construction. Donc, il y a une question d'offre et de demande. Il y a des entreprises de construction, parfois, qui sont seules à soumissionner. C'est sûrement pas idéal. C'est comme les médecins. Il y a un bon pouvoir de négociation, c'est ce que vous me dites. En effet. Donc, on travaille, entre autres, avec Investissement Québec et la Caisse de dépôt, à développer plus d'entreprises de construction pour que de revoir nos appels d'offres aussi, de fractionner nos appels d'offres pour qu'il y ait plusieurs soumissionnaires, qu'on se retrouve le moins souvent possible avec seulement un soumissionnaire. Êtes-vous insatisfait de ce que coûtent les choses quand c'est vous qui donnez les ordres? Il y a de l'amélioration à apporter. Il y a de l'amélioration à apporter, mais il n'y a pas de corruption et il faut tenir compte de l'inflation. Puis c'est pas très différent de ce que vivent les entreprises privées. Puis même chose en informatique, pour avoir encore beaucoup d'amis dans des entreprises, les projets informatiques ont des gros dépassements au privé. Les constructions d'usines ou autres dans les entreprises ont des gros dépassements. Il y a eu dans les dernières années beaucoup d'inflation en construction à cause de l'offre et la demande. Il vous arrive d'être impatient? Ben oui, absolument. Moi, c'est vraiment pas ma qualité d'être patient. C'est vraiment pas votre Non, qualité? non. Est-ce Tout le que monde c'est sait su autour ça. de vous? Oui, c'est su autour de moi. Oui, absolument. Qu'est-ce qui fait que vous êtes content d'être premier ministre et qu'est-ce qui fait qui vous enrage ou qui vous fait enrager quand vous êtes premier ministre? Ben, ce que j'aime, je mets beaucoup de temps dans une semaine sur l'économie, donc sur les projets. Tu sais, j'ai comme actuellement une quarantaine de projets d'entreprise que je suis, puis est-ce que ça retarde à l'environnement, est-ce que ça retarde à tel ou tel endroit? C'est quoi les critères qui font que vous êtes personnellement impliqué dans le suivi quasi quotidien? Ben, je rencontre le président de la Caisse de dépôt, je rencontre la présidente d'Investissement Québec, mon secrétaire général, David Bahan, c'est l'ancien sous-ministre à l'économie, donc il connaît bien ça, puis il suit bien ça. Martin Koskinen, mon directeur de cabinet, suit bien ça. Donc, avec tout ce monde-là, je discute presque à chaque jour des dossiers pour qu'ils avancent plus rapidement. Moi, je calcule là, que les investissements faits par Investissement Québec ont augmenté de 80 depuis que je suis là. 80 par année d'augmentation en dollars depuis que je suis là. Et c'est là que Donc, il y a vous me dites, beaucoup, des centaines de projets, mais il y en a quelques-uns comme Nordvolt qui ont mal viré. Mais ma moyenne au bâton est bonne et je vais beaucoup plus souvent au bâton que mes prédécesseurs. c'est ce que j'allais dire, c'est là que vous me dites que Nordvolt, ça fait partie de la moyenne et il Exact. faut accepter qu'on ne peut pas toujours frapper la balle. Exact. Quand avez-vous compris que ça serait une mauvaise nouvelle pour vous, Nordvolt, que ça s'annonçait mal? Quand on a vu que les ventes d'automobiles électriques ralentissaient et donc que la vente
des batteries de véhicules électriques ralentissaient. Donc, ça a eu un premier impact sur Nordvolt en Suède. Bon, je voyais tantôt, aujourd'hui, que le gros projet de Honda de batterie de véhicules électriques en Ontario n'aura pas lieu avant 2 ans. Bon, nous, on a la chance qu'à Bécancour, qui était vide, il y a une dizaine de projets qui avancent, incluant avec GM, incluant avec des Coréens. On a Volta qui avance bien à Granby. Donc, on a une dizaine de projets pour des milliards de dollars qui avancent. Donc, même si je regarde... On n'avait pas mis toutes nos batteries dans le même panier, c'est ça que vous me dites. Exact. Puis si je regarde juste la batterie, puis que je tiens compte de Nordvolt, puis des 9-10 autres projets, au total, on est gagnant. Fait qu'imaginez si on prend tous les autres projets dans les autres secteurs. Vous vous en rappelez probablement pas, mais il y a 10 ou 12 minutes, on parlait santé, puis on a fait un petit virage par les dépenses et celles auxquelles vous devez faire face. Et j'avais envie de vous poser une question difficile et intime à la fois, parce que je l'ai entendu beaucoup. Et c'est, quant à moi, le reflet le plus triste de l'état de notre système de santé. C'est des gens plus âgés, ou enfin qui sont menacés par la mort, et qui, plutôt que de prendre une chance avec le système de santé, vont choisir de trouver un point de sortie. L'euthanasie, l'aide médicale à mourir, on a toutes sortes de mots pour décrire ça. On est les champions du monde en termes d'aide médicale à mourir et je ne questionne pas, rassurez-vous, la pratique. Je pense que c'est le bon choix que d'avoir le choix. Mais quand des médecins vous disent « j'ai des patients qui ont peur », j'ai des patients qui... Là, vous me faites la face du gars qui dit... Qui n'est pas d'accord. Qui n'est pas d'accord parce que... ce qui est difficile dans notre système de santé au Québec... Est-ce que je peux aller jusqu'au bout de ma question? Oui. Si vous étiez, vous... Alors, évidemment, vous êtes premier ministre et vous serez un jour... J'ai une mère de 96 OK. ans. Bien, évidemment, elle a un fils qui a de bons contacts. Mais la question, c'est, pourriez-vous concevoir qu'en fin de vie, dans un système qui ressemblerait à celui que nous fréquentons aujourd'hui, vous vous disiez... Je préfère sortir élégamment. J'accepterai pas ça. Puis je pense pas, j'espère que ça arrive même pas une fois. Parce que dans notre système de santé, ce qui est difficile, c'est de rentrer. Mais les personnes qui ont des problèmes graves, donc proches de mourir, j'espère qu'il n'y a pas personne qui n'a pas les services nécessaires. J'espère. Mais on me dit qu'en palliatif, par exemple, c'est difficile. J'entends pas ça. Honnêtement, j'entends pas ça. Puis si j'entendais ça, je dirais que c'est inacceptable parce que, surtout nos aînés, on a le devoir de bien les traiter. C'est eux autres qui nous laissent qu'on a aujourd'hui. Et sincèrement, là, j'ai pas entendu qu'il y a des gens qui vont chercher l'aide médicale à mourir parce qu'ils n'ont pas les services. Non, c'est la crainte. Il y en a plus au Québec qui choisissent l'aide médicale à mourir. Ça pose des questions, mais on est dans... C'est pas juste au Québec. On est dans une société où c'est très négatif. Là. Il y a eu la pandémie, il y a eu le coût de la vie, il y a beaucoup de polarisation, les méchants, les bons. C'est très négatif dans les médias. Si on additionne tout ça... Est-ce que vous pensez que c'est l'affaire des médias essentiellement? Non, mais je les mets dans le paquet. C'est très négatif actuellement. Médias traditionnels et médias sociaux. Et quand j'additionne tout ça, je me dis, il faudrait bien, à un moment donné, retrouver de l'espoir puis quelque chose de positif. C'est quelque chose qui m'achale beaucoup. Puis cette ambiance négative... Ben, il y a eu l'immigration aussi qui a amené les Donald Trump, les Marine Le Pen et compagnie. Mais vous avez vos propres doutes. Ça s'est additionné. Il y a la lutte au changement climatique. Il y a plein de mauvaises nouvelles qui sont additionnées dans les dernières années qui font que les gens sont négatifs. Mais quand j'entends aussi, j'ai bien la misère avec ça, d'entendre quelqu'un, je n'aurai pas d'enfants parce que je ne veux pas les mettre au monde dans ce genre de société-là. J'ai de la misère avec ça. Bien de la misère avec ça. Est-ce que c'est un échec du politique que... Je parle pas de vous, là. Non. De la classe politique
que de ne pas être capable de contrer justement ce pessimisme et de faire en sorte qu'une génération, pas tous les jeunes, mais Ouais, que certains disent je peux pas, moi, mettre au monde aujourd'hui. ouais, ben, tu sais, je peux pas faire autrement que de me regarder quand j'avais 20 ans. Tout était possible. Tu sais. Le 24 juin, on allait sur la montagne, puis on était fiers, puis hey, l'avenir nous appartient. Puis là, aujourd'hui, les gens sont très négatifs. Ça peut pas faire autrement que de me décevoir. C'est pour ça que, ben, tu sais, moi, j'ai toujours deux grandes priorités. Euh, oui, l'économie, puis c'est pas une fin en soi, c'est pour se donner des moyens, mais aussi la fierté d'être québécois. Et ça m'inquiète ce qui se passe à Montréal. Ça m'inquiète la place du français puis de nos valeurs. Ça m'inquiète. Il y a des gens, tu sais, mon bureau est juste en avant de McGill, là, tu sais, puis de voir qu'on importe des conflits au Québec. Là, vous Que, parlez du conflit israélo-palestinien, oui, oui. mais on ne l'importe pas dans la mesure où Ben il y oui, a on des gens l'importe parce ici. que c'est pas notre conflit à nous. Mais il est le conflit de gens qui sont ici et qui le livrent à distance sur le territoire, comme ça se passe en France, Exact. comme ça se Mais passe aux est-ce que c'est une États-Unis. raison pour être violent ici? Est-ce qu'il y a de bonnes raisons Ben, d'être violent? je vois à McGill, juste devant mon bureau, j'ai vu ça tout l'été passé, là, pendant des mois. Et ben, je me dis, les gens qui voient ça, ben, ils peuvent pas faire autrement aussi que de dire ça va mal. Puis, je suis pas en train de dire ce qui se passe à Gaza, là, puis ce que fait Netanyahou, je peux pas être d'accord avec ça. Ce qui se passe en Ukraine, je peux pas être d'accord avec ça. Mais qu'on se retrouve à Montréal et, ben, tu sais, qu'on se reconnaisse plus, là, pas juste notre langue, nos valeurs, la laïcité. Alors, La laïcité, c'est important. François Legault, On a, avec la loi 21, fait un pas, mais là, Bernard Drinville est en train de faire d'autres pas, Jean-François Roberge aussi. Il faut, à un moment donné, être capable de dire, nous, là, on a nos valeurs et on a notre langue, puis on a notre culture, puis on a du plaisir, et faut sortir de cet alors, état négatif. quand vous parlez de nos valeurs, à Oui. quoi vous pensez essentiellement? Parce Ben, que je lisais, c'était... laïcité. Commençons par laïcité. Tu sais, je voudrais pas qu'il y ait des conflits qui soient animés par des groupes religieux extrémistes au Québec. On n'en veut pas de ça. Qu'est-ce que Euh, vous euh, disent les services de renseignement de la police sur ces enjeux? Parce que ce dont on parle, à terme, c'est criminellement répréhensible. ben, je peux pas vous le dire, ce que les policiers me disent. Est-ce que ça vous inquiète? Oui, ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce qu'il y a une augmentation. Et moi, une de mes fiertés, quand j'étais à l'extérieur, puis bon, avant, j'étais chez Transat, j'étais souvent à l'extérieur, les gens disaient Montréal puis le Québec, là, tellement sécuritaire, place tranquille. Ben, de dire non, on est en train d'importer ces conflits-là, on est en train d'avoir des discussions violentes avec des extrémistes religieux. C'est rendu dans nos écoles. Mais le choix des mots est important. On ne les importe pas. Il y a donc des groupes qui choisissent de venir s'implanter Ouais. et de changer les façons de faire. C'est ce que vous dites? Ben, ce que je dis, puis je le dis depuis longtemps, entre autres à Montréal, on a depuis longtemps dépassé notre capacité d'intégration. Intégration à une certaine culture, à certaines valeurs, on a dépassé cette capacité-là. Puis ça n'a pas de bon sens qu'en quelques années, on a ajouté des centaines de milliers d'immigrants temporaires sans se poser la question, est-ce qu'on est capable de les intégrer à ce qu'on est comme peuple, comme nation? Et actuellement, moi, ça m'inquiète. Dans En ces... particulier à Montréal. Alors, c'est pas une boutade, mais dans ces moments-là, sur la question de l'immigration et de la capacité d'intégration, aimeriez-vous ça être le premier ministre d'un pays et d'être souverain? Ben, C'est pas une question piège. non, mais je vois très Et bien dire, où vous allez. on Non, va mais s'occuper de nos affaires. je vois très bien où vous allez.
Mais Macron se pose la même question. Starmer se pose la même question. En Allemagne, il se pose, Merz pose la même question. Puis là, au Québec, la vraie question, est-ce que j'attends de gagner un référendum sur la souveraineté pour régler ça? Je pense que ça n'arrivera pas. Ou j'essaie de convaincre, comme je l'avais fait avec Poilievre, qui s'est engagé à me transférer des pouvoirs en immigration. Puis là, ben, avec Carney, c'est un gros sujet. Puis M. Trudeau, moi, ça fait des années que je parle de ça avec Justin Trudeau, qu'il faut réduire le nombre d'immigrants temporaires à Montréal. Il m'envoyait promener encore il y a 1 an. Avez-vous remarqué que dans la dernière année, il commençait à dire qu'il faut peut-être réduire le nombre d'immigrants? Est-ce que je peux vous demander un service? Parce que vous Ouais. parlez de ça très précisément. Ouais. Alors, j'imagine que vous êtes tenu au secret. Mais essayez de nous faire comprendre comment ça se passe quand vous vous retrouvez avec votre interlocuteur, pendant longtemps, M. Trudeau, et que vous essayez de faire le pitch Ouais. au gars qui a expliqué que le Canada était le premier pays post-national. Ouais. C'est difficile. C'est presque impossible. Puis c'est vrai sur le français, c'est vrai sur la loi 21, sur les signes religieux pour les personnes en autorité. C'est très difficile, effectivement, de se retrouver devant un gars qui dit, en vertu de la Charte des droits et libertés, il faut protéger les minorités. Donc, ce que vous faites avec vos lois, ça ne respecte pas la Charte des droits et libertés. Puis ça n'a pas de bon sens d'utiliser la clause dérogatoire avant même que ça ait été contesté devant les tribunaux. C'est ça, les gens, là, sans rentrer dans le détail des conversations que j'ai eues avec Justin Mais est-ce que Trudeau. vous pensiez être capable de le convaincre un jour? Bien, j'ai vu une évolution. Sincèrement, au cours de la dernière année, bon, c'était peut-être pas à cause de nos valeurs puis de notre langue. C'est peut-être à cause qu'il manquait de logement, puis qu'on commençait à avoir besoin de place de plus à l'école, dans nos hôpitaux, puis qu'il nous manquait de médecins partout au Canada. Partout au Canada. Je l'ai senti aussi chez mes collègues des autres provinces. Il y a quelques années, j'étais le seul à dire qu'il faut réduire le nombre d'immigrants temporaires. Là, on a eu pendant un certain temps d'autres provinces qui ont dit la même chose. Mais dans un contexte où on en parlait tout à l'heure, il y a de plus en plus de jeunes qui se demandent même s'ils veulent faire des enfants parce qu'ils sont anxieux. Dans un contexte donc où la démographie est défavorable, c'est pas que le Québec, mais on n'est pas, disons, les champions du monde en matière de fertilité. Non, l'immigration, pour qu'il y ait une croissance économique, est certainement une des clés. Je ne vous dis pas c'est la martingale gagnante et magique, mais ça joue. Ben oui, mais il y a des petits peuples. Hein? Prenez la Suède, la Suisse. Il y a des petits pays. Mais la Suède a de l'immigration aujourd'hui. Il n'y en avait pas il y a 20 ans. Oui, mais actuellement, si on prend juste l'immigration permanente, là, qui était à 50 000 par année, toute proportion gardée, c'est plus que les États-Unis, c'est plus que la France, c'est plus qu'à peu près la majorité des pays dans le monde, à 50 000. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on regarde à côté les immigrants temporaires. On est passé de 300 000 à 600 000 en 2 ans et demi. Au Canada. Au Québec. Au Québec. Au Québec. Ah, sur les temporaires. Sur les temporaires. Oui. Donc, 50 000, puis là, on s'obstine. Est-ce que ça devrait être 35 000? Est-ce que ça devrait être 50 000? De l'autre côté, on en a 600 000 au Québec, temporaires. Puis là, ben oui, M. Trudeau se pose des questions sur le logement, mais on peut se poser des questions sur notre capacité d'intégration, notre capacité d'avoir du fun comme peuple québécois à vivre avec une culture, des valeurs, une langue. Du fun? Oui, être moins négatif qu'on l'est actuellement. Mais vous croyez que si on était davantage entre nous... mais si on était davantage entre nous, on serait moins négatif? Bien, quand je vois des manifestations, comme on a vu tout l'été passé devant mon bureau, puis quand je dis qu'on importe des conflits, bien, la majorité des Québécois, là... Mais moi, je vous dirais qu'à Rivière-du-Loup ou à Sherbrooke, ça semble lointain, tout ça. Il se trouve que votre bureau est en face de McGill. Vous avez mal choisi votre adresse, M. le Premier ministre. C'est pour ça que je vous parle de Montréal. C'est pour ça que je vous dis, notre capacité d'intégration
est dépassé depuis longtemps à Montréal. On pourrait peut-être ajouter Laval, peut-être l'Outaouais, mais en particulier à Montréal. Rivière-du-Loup, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la question est complètement différente, là. Quand Gérard Bouchard écrit que vous êtes en train d'agiter l'épouvantail, et quand vous me faites des faces comme ça, c'est formidable. Je sais que j'ai pas besoin d'aller plus loin avec ma Je question. m'entends très bien avec Lucien. Ouais. Moi, je vous parle de son frère. Je sais. Et qui parlait donc de ce que vous agitez, l'épouvantail, de ce nationalisme qui est identitaire à des fins, disons-le, politiques. Ben, c'est pas à des fins Mais non, politiques. c'est ce qu'on lit OK. entre les lignes. Ouais, je sais, Et je me sais. dis, Ben, alors, j'ai Gérard eu... Bouchard a peut-être son agenda, mais est-ce qu'il n'y a pas effectivement quelque chose qui vous permet de bâtir, en tout cas un socle, de gens qui se sentent menacés, qui se sentent dans leur langue, dans leur culture, dans ce que vous appelez nos valeurs. Et là, pour l'instant, vous m'avez donné une variable des valeurs, la laïcité. C'est l'égalité homme-femme. Oui. Est-ce que c'est menacé? Vous lirez Joseph ce matin? C'est une vraie question. Ben, c'est une vraie question. Et pour vous, c'est... Il y a peut-être des extrémistes religieux pour qui l'égalité homme-femme est moins importante. Ah, mais je pense que c'est fondé. Est-ce que vous pensez que le pacte au Québec est Mais menacé par la marge? Revenons à Gérard Bouchard. Oui, mais c'est une bonne question aussi. Est-ce que le pacte qui nous unit tous les uns aux autres est menacé par la marge? Et alors peut-être que ma question n'est pas la bonne, que ce n'est plus la marge et que ça devient de plus en plus conséquent. Bien, je comprends. Au début, j'étais d'accord avec Gérard Bouchard sur sa définition d'interculturalisme, mais là, il se rapproche de plus en plus du multiculturalisme dans sa définition. Il faut qu'il y ait une culture commune d'intégration. Et ça, là, c'est fondamental. Puis c'est la grande différence que j'avais avec Justin Trudeau. Puis c'est là où j'ai un problème avec la Charte des droits et libertés. On vient défendre une minorité puis mettre la culture d'une minorité sur le même pied que notre culture de la majorité. Donc, il y a une limite à l'immigration qu'on peut avoir à Montréal. Et pour moi, là, je disais tantôt, je veux rester en politique parce qu'il y a du travail encore à faire en économie. Bien, il y a du travail à faire aussi pour défendre notre nation puis notre identité. Puis moi, je ne crois pas, on va voir ce qui va se passer dans la prochaine année, je ne crois pas qu'une majorité de Québécois vont vouloir appuyer la souveraineté du Québec. J'étais là avant, là. Donc, c'est pas vrai qu'on va laisser, comme c'était le cas avant que la CAQ soit là, les libéraux au pouvoir pour toujours, des libéraux qui ne s'intéressent pas à défendre notre identité. On dirait que vous êtes en campagne, François. Non, mais je voyais Carl Blackburn puis les autres, là, Milliard, Rodriguez, Pablo. Ben, j'écoutais les trois, puis les trois prêchaient en fin de semaine pour augmenter le nombre d'immigrants. Tu sais, puis niaient le fait qu'on a dépassé notre capacité d'intégration. Mais ça vous allume encore, ces enjeux. Ben oui, ça m'allume encore. Puis là, je me dis, si les Québécois ne veulent pas de la souveraineté du Québec, on va-tu donner au Parti libéral le gouvernement qui va rien faire pour sauver notre identité? Permettez-moi une toute petite incise, parce que je ne veux pas ouvrir un long débat sur la souveraineté, sachant que de toute façon, ces conversations les ça me dérange pas. Mais je ne veux pas en faire un long détour. Si vous étiez, vous, en votre âme et conscience, convaincu qu'il y avait un espace politique pour que ça passe. Non, si vous le pensiez, est-ce que ça serait un pari que... Vous avez assez d'expérience pour savoir qu'un politicien ne répond pas à une question. Hypothétique? Hypothétique, oui. Alors, elle ne sera pas hypothétique? Oui, elle est hypothétique. Moi, je ne souhaite pas qu'il y ait de référendum. Je ne souhaite pas qu'on divise les Québécois nationalistes. On a besoin plus que jamais de rassembler les Québécois nationalistes pour faire pression sur Ottawa, pour réduire le nombre d'immigrants, pour protéger notre langue, pour protéger nos valeurs. Ça presse. On ne peut pas aller mettre tous nos œufs dans un référendum sur la souveraineté. C'est pas la proposition que je vous faisais. Je vous disais, dans la mesure où... Si les Québécois étaient à majorité souverainistes, ben ils ne sont pas. Donc, on fait avec le réel. Et dans le réel, il faut... On est dans un pays réel. On n'est pas dans un pays imaginaire. J'achète ça. OK?
C'est donc dire que dans ce pays qui n'est pas imaginaire, il faut arrêter d'être timide. C'est ce que vous Oui. dites. Puis, Mais est-ce que c'est ce que nous sommes, trop timides de ce oui. que nous sommes? Oui, oui, absolument. Je pense que on est toujours en train de s'excuser. Bon, on a été colonisé, ça vient peut-être de très loin. On a été longtemps moins riches que les anglophones puis que le reste du Canada. On est Donc, complexé? on est peut-être beaucoup complexé et c'est en train de changer. Puis moi, j'essaie de travailler à dire, soyons fiers d'être Québécois. La fierté puis la prospérité, ça va ensemble parce que si on est prospère, c'est encore plus facile d'être fier. Donc, faut arrêter d'être moins riche que le reste du Canada, avoir l'air de quêter de la péréquation à l'Alberta, qui est rendu qui veut se séparer. Pourquoi? Parce qu'ils veulent garder leur argent. Donc, il faut à un moment donné être riche pour avoir les moyens de s'affirmer puis d'exister. Alors, pour ceux qui nous écoutent et ne nous voient pas, vous tapez sa table pour marteler l'argument, Vous êtes en François. train là, de me pomper, ouais. Ben, est-ce que j'ai besoin de faire beaucoup d'efforts? Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez impatient. Mais je comprends votre souci. Et je vous demandais, est-ce qu'on est complexé? Avez-vous déjà, à la hauteur de votre vie, été complexé? Avez-vous déjà, justement, eu de la difficulté à assumer pleinement? Parce que, je Oui, me dis... ben, je me souviens d'une entrevue qu'on a eue tous les deux, là, quand j'étais à la petite école. Ouais. J'étais premier de classe, puis c'était très mal vu pour un gars d'être premier de classe. Donc, j'ai été, aujourd'hui, on dirait, harcelé par les autres garçons. Ça m'a donné aussi une volonté, ma mère aussi, à vouloir performer. Et quand on a lancé une nouvelle compagnie aérienne, Air Transat, j'avais plein de monde qui disait, ben voyons donc, vous ne serez jamais capable. Quand j'ai lancé avec Martin Koskinen la CAQ, il y a plein de monde qui m'ont dit, ben voyons, il n'y a pas de place pour un nouveau parti. Je me rappelle Donc, d'ailleurs vous avoir vu travailler au recrutement dans un restaurant de Montréal que je nommerai pas, Ouais, où tous ouais, les ouais. midis, vous rencontriez quelqu'un avec votre bâton de pèlerin. Hey, vous m'avez vu, là, combien de fois je me suis fait dire non? Le savez-vous combien de fois? Non, mais j'ai vu des centaines de personnes pour être candidat ou candidate de la CAQ qui me disaient, François, je t'appuie, mais je peux pas être candidat ou candidate. Là. J'en ai vu, là. C'était l'enfer de trouver les candidats, candidates de la CAQ. Mais aujourd'hui, je regarde mon équipe, là, puis je sais que je suis pas objectif, là, mais regardez l'équipe que j'ai, là, je pense qu'il n'y a jamais eu autant de personnes fortes dans une équipe. Vous en avez quand même perdu quelques fortes. Ben, j'ai perdu peut-être Fitz, là, mais Christine fait une très bonne job. Puis là, je veux Ben, pas M. vous en Chassin nommer. qui est parti, alors pour ses raisons, mais qui est parti bruyamment en disant Oui, qu'il y avait une partie des promesses qui n'avaient pas été tenues. Ben oui, c'est ça. Puis quand on a un parti, il faut avoir un équilibre. Lui aurait voulu qu'on coupe plus, qu'on affronte plus Mais les syndicats. c'était au cœur de votre proposition Oui, mais initiale. il faut toujours trouver un équilibre. Avant Elon Musk, avant Donald Trump, vous disiez, il faut... Alors, il y a d'autres qui ont proposé ça, mais il faut dégraisser, il faut être plus efficace. Ça, mais faut être, le bilan n'est pas terrible de ce point de vue-là. Ben, on a coupé 5 000 emplois, mais on a ajouté 100 000 emplois en santé et en éducation parce que je pense qu'on avait besoin de donner des meilleurs services aux Québécois. Êtes-vous fier du bilan? Bien, fier du bilan. Économique, sûrement. Santé, il reste encore beaucoup de travail à faire. Beaucoup de travail à faire. Puis notre identité, bien, on a fait des bonnes choses. Projet de loi 21, projet de loi 96 pour les signes religieux, le français. Et les Mais signes religieux? il nous reste encore beaucoup à faire pour réduire le nombre d'immigrants temporaires à Montréal. Beaucoup à faire. Beaucoup. Ma question est Donc, sans le doute... bilan, oui, en économie, en santé, il en reste beaucoup à faire. Et en matière d'identité, il en reste encore beaucoup à faire. Mais sur l'immigration, est-ce que vous aimeriez avoir des pouvoirs et faire en sorte que les gens quittent le territoire?
Bien, l'important, c'est qu'ils quittent le territoire. L'important, c'est qu'on enlève 100, 200 000 immigrants temporaires, surtout à Montréal. Et ça peut être fait par le gouvernement fédéral ou, bon, honnêtement, j'ai pas beaucoup d'espoir que M. Carney va me transférer le pouvoir. Disons les choses, là, ça n'arrivera pas. J'ai pas beaucoup d'espoir, mais j'ai espoir. Tu sais, puis aujourd'hui, ben, il y a Mélanie Joly, il y a Stephen Guilbeault, il y a François-Philippe Champagne. C'est des Québécois qui comprennent, je suis certain, la situation. Et j'ai espoir que M. Carney va réduire le nombre d'immigrants temporaires à Montréal. Il nous reste peu de temps, OK. mais c'est, je vous le dis, passionnant. J'espère que ce l'est aussi pour ceux qui nous écoutent. J'ai envie de faire quelques petites questions de curiosité, parce que vous avez parlé de votre travail quand vous bâtissiez la CAQ et de la frustration. Rapidement, justement, quand on se fait dire non 1000 fois pour un ou une qui dit oui, c'est quoi le facteur différentiel? C'est votre blonde qui vous attend à la maison, qui dit lâche pas? C'est vos enfants? C'est vous qui vous dites tant qu'on ne gagnera pas, j'arrêterai pas? Bien, je suis un amoureux du Québec, profondément. Puis je pense que le Québec n'est pas à son potentiel. Puis pour être capable d'être à son potentiel, il y avait besoin d'un nouveau parti. Et ben, j'étais prête à mettre les efforts, puis à me faire dire non souvent, pour, en bout de ligne, être capable de faire les changements. On a commencé à faire des changements, mais je veux finir. C'est pour ça que j'ai besoin d'un troisième mandat. Mais là, il y a aussi possibilité qu'à la moitié du troisième, vous direz hey, il reste encore un petit bout à faire. Peut-être, mais j'ai quand même eu, puis je ne veux pas avoir l'air de m'excuser, mais le premier mandat, il y a eu la pandémie qui a fait que, par exemple, avec les médecins, c'était impensable d'aller démarrer une négociation difficile pendant la pandémie. Si ce que vous voulez faire avec les médecins ne donne pas les résultats que vous espérez, si ce coup de force, parce que je pense que c'est un coup de force, on peut s'entendre sur le mot, compte tenu de la culture, si ce coup de force ne passe pas, pourriez-vous reconsidérer votre envie d'être candidat aux prochaines élections? Écoutez, d'abord, j'ai... Il n'y a pas de si dans ma question. Non, mais attendez une minute. J'ai, avec mes 86 députés, là, puis encore la semaine dernière, bien vérifié qu'ils étaient tous derrière moi pour mener ce combat-là. Puis Christian Dubé derrière moi, puis les 86 députés sont là. Je leur ai dit, ça sera pas facile, ça va être une grosse bataille, êtes-vous derrière moi? J'ai pas vu une personne dire « je suis pas derrière toi ». Est-ce que la CAQ peut exister sans François Legault? Oui. Oh, oui. Vous en êtes convaincu ou c'est la réponse? Non, je suis convaincu. Je ne veux pas vous donner des noms, là, mais quand je vous disais tantôt que c'est comme une équipe de superstars, c'est comme le Dream Team au basketball. Là. Honnêtement, il y en a même trop. Trop parce que... Trop de stars? Oui, un des problèmes que j'ai, c'est que j'en ai qui auraient le potentiel d'être ministres, qui ne sont pas ministres et qui sont frustrés de ne pas être ministres. Est-ce que c'est un problème, de gérer des superstars? Oui. Est-ce qu'on gère des égos quand on est premier ministre? Oui, totalement. En politique, quoique des pilotes, ça passe si mal aussi chez Air Transat. Il y a un parallèle à faire? Ça a des bons égos des pilotes. Et ils ont beaucoup de temps pour venir au bureau. Puis je dis ça de façon très gentille parce que j'adorais jaser de marketing avec les pilotes chez Air Transat. Mais quand on est en politique, on a habituellement un gros égo. Puis c'est le travail. Vous savez, moi, dans ma carrière, j'ai travaillé dans un bureau de comptable. Puis dans un bureau de comptable, chez Ernst & Young, il faut charger des heures. On n'a pas de temps à perdre, là. On charge des heures à des clients. Puis quand je suis arrivé président d'Air Transat, je me suis rendu compte que une bonne partie de mon temps, c'était pour recevoir des employés pas de bonne humeur puis les motiver. Et j'ai la chance d'avoir vécu ça dans le privé. Puis en politique, c'est ça au cube. C'est que il y a continuellement des gens dans mon bureau qui ont des idées, qui pensent qu'on s'en va pas tout à fait à la bonne place, qui arrivent puis qui voudraient changer ci ou ça. Puis il faut prendre le temps de les écouter et ça fait partie de ma job, oui. Vous êtes capable, vous, d'autocritique ou d'accepter la critique et de changer? Oui, je suis capable de changer. Ouais, je pense que les gens qui me connaissent vont savoir, j'ai la tête dure, mais si on arrive avec des bons arguments, je suis capable de changer.
Qu'est-ce qui vous a le plus changé dans la fonction de premier ministre depuis presque 7 ans? Ben justement, peut-être une certaine humilité. Oui, je reste orgueilleux, Mais mais vous êtes plus humble? oui, puis on peut faire des erreurs. Hein? Puis, je pense qu'on n'a plus le temps de parler du troisième lien, là, mais on peut faire on peut faire des erreurs et il faut à un moment donné le reconnaître et puis dire, tu sais, puis pendant la pandémie, écoutez, ça m'est arrivé plusieurs fois de dire, la semaine prochaine, il va arriver telle affaire. Puis là, les faits changeaient, puis j'étais obligé la semaine suivante de dire, ce que je vous ai dit la semaine Ça tient passée, plus. ça tient plus, là, maintenant. Donc, ça rend humble de prendre des décisions. Dernier couvre-feu le 30 décembre, c'est une bonne décision? Il y avait des bons et des mauvais côtés. En tout cas, que ça sonne au bye-bye, c'était sûrement pas une bonne idée. Euh, 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 Je pense que la réponse vient non, dans non, mais l'hésitation. il y a beaucoup. Vous savez, si les gens ne sortent pas de chez eux, ils ont bien moins de chances de rencontrer d'autres mondes. Il y a un avantage à ça? Ben, quand on met un couvre-feu, Oui. c'est pour que les gens se rencontrent moins. Puis quand on a une pandémie, on veut que les gens se rencontrent Oui, moins. là, on était loin dans le cycle de la pandémie, ce 30 décembre-là. Mais il en restait quand même. Il en restait. Mais la question, c'était, est-ce que c'était parmi les erreurs, une erreur ou... C'était peut-être... En tout cas, c'était discutable. Puisque vous m'avez dit, il manque de temps, on ne pourra pas parler Oui. du troisième lien, j'en parlerai pas. Non, j'en parlerai pas, parce que ça a été trop dit. Les erreurs de votre point de vue, justement, qu'on n'a peut-être pas vues, qu'on n'a pas, dont on n'a pas été témoin, des erreurs où vous pourriez dire aujourd'hui, je me suis trompé. Ben, les négociations. Les négociations dans le premier mandat, c'était un moment qui n'était pas facile. Tu sais, on n'a peut-être pas assez donné dans le premier mandat, puis on a trop donné dans les dernières augmentations. C'est une Vous des avez des raisons qui regrets? a amené la décote. Ben, tu sais, quand on gère l'argent des gens, on veut en donner le moins possible, mais en même temps, il faut être généreux, il faut être juste. Donc, on s'améliore en vieillissant. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous demandez un troisième mandat. Et ma dernière question, c'est la vraie curiosité. 7 décembre dernier, à Paris, à l'ombre de Notre-Dame, vous croisez Donald Trump. Ouais. Il est dans toutes les conversations, Donald Trump, Ouais. et il est dans, je dirais, l'assiette de tous les politiques du monde. D'abord, qui favorise cette rencontre inopinée? C'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, avec qui j'ai développé des liens, mon épouse avec son épouse aussi. Ça compte, Et oui, ça compte. Oui, absolument, ça compte. Et donc, il m'a invité. Pour toutes sortes de raisons, Justin Trudeau n'était pas là. Et c'est Emmanuel Macron qui m'a, comme dit, tiens, je te présente François Legault. Puis, ben, il y a eu une conversation qui était un peu le fun parce que Macron a dit, il n'est pas comme Trudeau, tu sais, parce que, bon, Trump est vraiment cocky, là. Il est vraiment tough, là, puis il voulait savoir si j'ai quelque chose dans le cœur. Là, comment puis, était ça? ben, il est raide au début, là, tu sais, puis il donne la main d'abord d'une façon que là, il veut que tu te sentes inférieur. Et ben, la façon, puis bon, je lui ai rappelé qu'on s'était déjà parlé. Ouais, je lui ai rappelé que quand j'étais président d'Air Transat, si vous prenez le vol d'Air Transat, les lettres, c'est TS, TS 208, etc. Et lui, à un moment donné, il est parti d'une compagnie aérienne entre Boston puis New York, puis il avait appelé ça Trump Shuttle. Oui, Washington et New York. Oui, et il m'avait appelé personnellement pour me dire, est-ce que vous me vendriez vos lettres? J'aimerais ça avoir les lettres TS. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, do you remember? Et il me dit, yes, I remember. Puis il dit, do you remember what I told you, what I answered you? Il dit, no, I answer you, no fucking way. C'est ce que vous aviez vraiment dit, no fucking way? Dit, puis c'est ce que j'ai dit à Paris.
Et il a trouvé ça très drôle, puis il a dit « You're my type of man ». Tu sais, le genre qu'on voit, là, c'est vraiment comme une caricature, Donald Trump. Est-ce qu'il connaissait ou connaît, selon vous, le Québec? Je pense pas. Pas plus que ça. Pas plus que ça. Musk connaît plus parce qu'il y a eu Il est une passé par épouse, Montréal. ouais, puis il connaissait Hydro-Québec, puis le moteur route d'Hydro-Québec. Donc, quand j'ai parlé à Musk, lui connaissait le Québec, mais pas Trump. Non. C'est flou. Ah, ben, c'était plus que flou. Là. Martine Biron, qui est allée aux funérailles du pape il y a quelques semaines ou quelques jours, il lui a parlé, puis elle lui a dit, ben, je suis la ministre... Elle parlait avec Trump? avec Trump, oui, Martine. Puis elle lui a dit, ben, je suis la ministre des Affaires internationales du Québec. Puis il lui a dit, we'll make a deal with you. Donc, je ne sais pas si dans sa tête, il se souvenait qu'il y avait... Parce que moi, j'ai dit ça aussi. Il faut faire un deal, là, un win-win. Et il a dit ça. Donc, je ne sais pas si c'était une référence au Québec, à moi, ou si c'était... Il a mélangé avec le Canada, je ne sais pas, mais Martine m'a dit ça. Le rendez-vous n'est pas pris encore au bureau aval. J'ai pas réussi encore, mais j'ai un jeune, là, Benjamin, qui est à New York. Sa tâche, c'est de m'organiser, de m'en donner une rencontre avec lui. Vous voulez voir le président? Ben, j'aimerais ça y expliquer que c'est pas vrai qu'il peut se passer du Québec en électricité, en aluminium, pour la forêt, qui a besoin de nous autres pour l'énergie, qu'on pourrait faire des choses sur les minéraux critiques. J'aimerais ça être capable de dire, écoute, là, vous avez besoin de nous autres. Vous avez besoin de nous autres. Puis même, ce que j'avais essayé d'y expliquer un peu à Paris, c'était de dire, même vous avez peut-être une inquiétude que vous avez besoin de nous autres à long terme. Puis vous vous dites peut-être, à coup, le Québec n'est pas là à long terme. C'est un peu pour en quoi le ou comment? narguer, mais Si on prenons l'aluminium, qui serait pas... Le Québec fournit 60 de l'aluminium aux États-Unis. Lui, il en fabrique à peu près 18 Puis il n'y a aucun moyen de bâtir des alumineries. Fait que il y a besoin de nous autres. Est-ce que, dans le fond, il n'est pas inquiet de se dire « Ouais, mais si dans 10 ans, 20 ans, il arrête de me donner de l'aluminium, où c'est que je vais prendre mon aluminium? Mais moi, je serais peut-être prêt à y faire un deal pour dire on va faire une entente sur 25, sur 50 ans à un bon prix. Mais comme ça... garantir l'approvisionnement. Tu n'auras plus d'inquiétude sur l'aluminium. Parce qu'il est inquiet. L'aluminium puis l'acier, là, si vous suivez, il a souvent parlé de ça, qu'il faut être capable... Les terres rares aussi. Bien, les terres rares, on a. On a même un gros projet actuellement. Et tous les minéraux critiques. Graphite, nickel, lithium. Il y en a 20. Ben, donc, ça aussi, c'est excitant. Peut-être qu'il y a de quoi obtenir un rendez-vous avec le président. Et moi, je crois là-dessus, vous allez avoir quelqu'un sur votre chemin, ça va être Mark Carney. Il ne vous laissera pas rencontrer directement Donald Trump. Peut-être. Les premiers ministres canadiens peut-être qu'il n'y aura pas le choix. Si moi, je me rends à Washington puis il me reçoit, ben là, il va sûrement amener son ambassadrice dans le bureau pendant que je vais être là. Mais en tout cas, j'espère être capable de le rencontrer. Puis j'espère, à un moment donné, être capable de lui expliquer que ça serait gagnant pour le Québec et gagnant pour les États-Unis qu'on fasse une entente ensemble. Ça a été martelé, on l'a entendu dans la table. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait dû dire ou aborder qu'on n'a pas abordé, François Legault? Non, je veux juste vous dire que vous faites un excellent travail. Puis je vous le disais hors d'onde, pour moi, vous êtes dans la catégorie de Denise Bombardier, qu'on a perdu malheureusement, que j'ai bien connu et qui était d'ailleurs ici dans ce studio quelques semaines avant qu'elle ne meure. Donc, vous avez des grandes responsabilités avec Mathieu de bien nous représenter à Paris. Je ferai au mieux de mon petit talent. Merci, François Legault. C'était un plaisir de vous avoir si longuement. Ben oui. C'est rare.
Oui. Est-ce que ça s'est bien passé pour Ça vous? s'est bien passé. Il fait chaud dans votre studio. C'est vrai qu'il par fait chaud dans exemple. notre Ouais. studio. En fait, on l'a un peu reparti pour les circonstances. Ça faisait OK, longtemps qu'on c'est n'avait vrai. pas fréquenté le studio, OK. mais on s'est dit qu'avec un Prochaine fois, pareil on fera invité. ça à Paris. Ouais. Prochaine fois à Paris, parfait. Sinon, vous viendrez à mon émission à Télé-Québec parce que OK. ça OK, recommence OK, l'automne c'est vrai, prochain. c'est vrai. Donc, peut-être je vous lancerai une invitation OK. pour une époque formidable. À la maison, j'espère que ça vous a plu ou ailleurs, parce que finalement, en balado, ça s'écoute pas toujours à la maison. C'est Jeanne Croteau qui est à la réalisation, Philippe Lorange à la recherche, Stéphane Bureau au microphone. François, c'est comme ça qu'on a commencé. Oui. Salut et merci. Bonjour Stéphane, merci.